Ces manuscrits de Tombouctou pour nous représentent à la fois notre patrimoine, le patrimoine africain et la contribution que l'Afrique peut apporter à la civilisation de l'universel. L'Afrique est un continent de tradition orale. Mais l'Afrique est un continent de tradition écrite, ce qu'on ne savait pas très souvent. Donc, les Noirs ont écrit bien avant la colonisation européenne. C'est uniquement à cause de cette colonisation qui les a clochardisés, qui les a chosifiés, qui les a déshumanisés. Tombouctou est la ville de 333 saints parce que depuis au début, les fondateurs sont des musulmans, des lettrés, des sahariens. Mais avec le commerce transsaharien et soudanais, la ville est devenue très riche et elle a joué un rôle important dans le commerce international. Tombouctou est une cité qui a été fondée, d'après certains tarikhs, vers l'an 1103-1106 après Jésus-Christ. Certains disent que Tombouctou a été fondée au début de l'an 1000. Donc c'est une ville qui a entre 900 et 1000 ans d'existence. Bon, il y a deux sources pour ce qui touche l'histoire des origines de Tombouctou. Il y a la source des traditions écrites, ce que disent les manuscrits, ce que disent les ouvrages, et puis il y a les traditions orales. Donc selon les sources écrites, ce sont les Touaregs Imakcharan qui ont fondé Tombouctou au XIIe siècle. Mais pendant la période pluvieuse, ils montent dans le nord avec les animaux où il y a l'herbe, où il y a l'eau. Mais quand ils partent, ils laissent au puits les bagages encombrants, les grosses femmes qui ne peuvent pas se déplacer, à la garde d'une vieille femme esclave appelée Bouktou. Et quand ils veulent revenir au puits, ils disent que nous partons au puits de Bouktou, au lieu de Bouktou, à Timbuktu. Donc, c'est l'origine du mot Timbuktu, au lieu de Bouktou, au puits de Bouktou.
Et Tombouctou, donc, dès sa création, a joué un rôle très important dans le trafic commercial. On a vu tout de suite un centre commercial naître. Centre commercial qui ne produisait rien comme dans tous les grands centres capitalistiques. Je n'ai pas dit capitalistes, mais qui agglomérait, qui concentrait une rencontre entre les commerçants qui venaient d'Afrique du Nord et ceux qui venaient d'Afrique noire. Ça, c'est une première faveur que Tombouctou a eue à cause de sa situation géographique centrale par rapport aux deux extrêmes. Donc, Tombouctou était la principale tête de caravane qui traversait le Sahara pour amener les produits africains au sud du Sahara vers le monde méditerranéen, vers le monde arabe, vers le monde musulman. Les chameaux traversent le Sahara, partent sur la Méditerranée avec l'or et les esclaves qu'on achète à Tombouctou qui viennent du Soudan. Moi, je crois que la vie commerciale, la vie économique de Tombouctou est ce qui a permis à la vie religieuse et intellectuelle de naître. Parce que les intellectuels ne sont pas des parasites, mais ils vivent quand même à côté des grands centres où une vie dynamique, économique dynamique se passe. Parce que les populations du Nord, qui étaient des populations déjà musulmanes ou islamisées, qui descendaient avec un besoin d'expression de leur propre foi, de leur identité religieuse. C'est donc ainsi qu'un besoin de construction de mosquées est né pour répondre aux besoins de prière des fidèles qui venaient ou qui étaient à Tombouctou. C'est ainsi donc que les premières grandes mosquées de Tombouctou sont nées, entre autres la mosquée de Djingareyber. Cette mosquée de Djingareyber, qui est la plus grande mosquée de Djingareyber, qui est la plus grande mosquée de Tombouctou, elle a été construite au XIVe siècle par l'empereur Kanka Moussa, et plus précisément en 1325. Quand Kanka Moussa est revenu de son grand pèlerinage de la Mecque. Eh bien, le monde disait que Kanka Moussa était le roi de l'Afrique, en tout cas le roi de l'Afrique de l'Ouest. C'était le souverain le plus connu. Il régnait sur un empire de près de 2 millions de kilomètres carrés. On sait dans l'histoire que le pèlerinage de Kanka Moussa a été très légendaire parce que
Il a distribué tellement de l'or en Arabie Saoudite, en Égypte, à telle enseigne que pendant au moins 3 ans, le coût de l'or a baissé dans ces différents pays. C'était un homme de l'ouverture, un homme qui voulait ouvrir le monde noir aux influences extérieures pour qu'on puisse se développer. Donc c'est le reliquat de l'or qu'il avait. Quand il est arrivé à Tombouctou, ça faisait 200 kilos d'or. C'est ce qu'il a donné à son architecte, Abou Ishaq Sahili, qui est d'Andalousie, et c'est lui qui a bâti cette mosquée. C'est parce que quand il y a eu le commerce, les commerçants sont quand même des croyants, des musulmans, et il y a eu le commerce, la prospérité a appelé des intellectuels pour venir s'installer. C'est devenu un centre musulman, un centre musulman rapidement. Donc à l'époque, il était difficile de différencier la religion, de séparer la religion du savoir. Comme tout à fait en Europe au Moyen-Âge, l'Église et le savoir, l'université, l'université est née à partir de l'Église. Alors donc c'était un peu la même chose ici. Les commerçants qui sont venus, en général, sont tous des musulmans. Tous des musulmans. Donc d'abord, ils apprenaient la langue arabe pour correspondre, écrire en Égypte, écrire en Afrique du Nord pour leurs affaires. Ils apprennent la langue arabe pour mieux comprendre l'islam. Je crois que très souvent, on commet l'erreur d'une sorte d'anachronisme quand on parle d'université à Tombouctou. En réalité, ce qui se passe à Tombouctou, il faut situer dans son époque. Il faut le situer autour du XVe siècle et voir ce que c'est qu'une université au XVe siècle. Université au XVe siècle, XIVe, XVe siècle, ce n'est pas ce centre grouillant d'étudiants dans 4 murs avec leur salle de classe et tout ça seulement. Et surtout quand on place cela dans le monde musulman. En général, à cette époque-là, les mosquées étaient des mosquées universitaires. Quand vous allez à Cordoue, Averroès donnait certains de ses cours dans un coin de la mosquée, où il parlait d'Aristote, où il parlait de la logique, de l'organone de façon générale ou autre. Et quand d'autres professeurs dans un autre coin de la mosquée enseignaient tel ouvrage ou tel autre ouvrage à tel niveau ou tel niveau. Mais ces mosquées naissent aussi avec le besoin d'information, de transmission de la religion, des connaissances religieuses et de la pratique de la foi qui ne va pas sans connaissance dans le monde musulman. Et donc c'est à partir de ce moment que, dans ces mêmes mosquées, le besoin de formation et d'information est né. Et l'université de Sonkore est connue parce que c'était
l'université la plus importante en Afrique noire, au sud du Sahara, pendant le 15e et le 16e siècle. Ainsi donc, vous allez voir tout un système grandir à Tombouctou, et c'est le système de l'enseignement, depuis l'enseignement de base, qui est l'alphabet arabe. Et vous avez ces hommes qui travaillaient, qui s'instruisaient, qui faisaient des études, avaient laissé ou avaient acheté des ouvrages ou bien eux-mêmes produisaient des ouvrages. Et ils achetaient des ouvrages qui venaient de partout. Des ouvrages en arabe, en grec, en grec, en latin, en français, en anglais, en allemand, etc., en toutes les langues. Et vous trouverez à Tombouctou des manuscrits qui traitent de tous les sujets, et à la fois de la poésie, la grammaire, les mathématiques, l'astronomie. Eh bien, vous trouverez tout cela à l'université de Tombouctou. L'enseignement était très développé à Tombouctou et à Yéné. Et toute la population, hommes et femmes, enfants, esclaves, hommes nobles, tout le monde savait lire et écrire à Tombouctou pendant cette période. Tellement les étudiants accourent de tous les côtés que l'ensemble des élèves, de l'école primaire jusqu'à l'université, est considéré comme 25 000. Et ces étudiants formaient l'opinion dans l'Empire. Il n'y avait pas de presse, mais c'était eux qui étaient les journalistes qui donnaient l'opinion, qui censuraient le souverain, qui censuraient les hommes du jour. Alors là, c'est évidemment, il n'y avait pas beaucoup de centres comme ça. Le secret que les manuscrits vont vous révéler, c'est qu'en tant qu'Africain, vous allez savoir que l'Afrique a connu des grands hommes qui ont écrit dans toutes les branches, que ce soit en philosophie, que ce soit en physique, que ce soit en chimie, que ce soit en médecine, que ce soit en théologie. Et au point de vue savoir, les Africains étaient à un niveau tel que s'ils avaient la technique, hein, au lieu que l'Europe nous domine, nous allions nous coloniser l'Europe.
Ahmed Baba était un grand savant, un grand écrivain, un grand historien de la tribu de Sanhaja au niveau de Sankoré. Ahmed Baba a été un des grands lettrés de Tombouctou. C'était un des grands personnages, on ne peut pas parler de Tombouctou. Il personnifie en somme le savoir, la science, les connaissances à Tombouctou au 16e, 17e siècle. Ahmed Baba est un Tombouctien. Il est né à Tombouctou, à Sankoré, dont on a parlé l'université, en 1556. Il a grandi dans un milieu intellectuel, un milieu de grands savants. Il a eu la chance, l'environnement était favorable. Ahmed Baba was one of the famous scholars of Timbuktu. He was first educated between Timbuktu and Arawan. Arawan is also a very old village located 250 miles north of Timbuktu. So Ahmed Baba got his education between those two cities, Timbuktu and Arawan. Et Ahmed Baba, je pense que c'est l'emblème, c'est le symbole, un symbole fort de cette culture musulmane ou ouest-africaine. Donc, moi, je pense que comme la ville de Tombouctou est bien insérée dans cette partie nord de la boucle du Niger, je pense qu'il mérite de représenter cette région. On a construit une image d'Ahmed Baba. Parce que faire une généalogie de la figure d'Ahmed Baba, faire presque une archéologie en suivant les couches différentes du visage de la figure d'Ahmed Baba, on se rend compte qu'Ahmed Baba, au XXe siècle, qui est le Ahmed Baba construit par les Cheikh Anta Diop, par les Joseph Kizerbo et autres, est une figure utilisée par le mouvement panafricain de lutte pour l'affirmation des identités africaines. Mais cet Ahmed Baba est, pour moi, moins intéressant que le Ahmed Baba des sources arabes des 18e, 17e siècle, qui est le Ahmed Baba construit comme le grand savant, le grand maître. Parce que, en réalité, le Ahmed Baba militant a été construit en réalité au XXe siècle. Mais le Ahmed Baba, tel qu'il était au XVIIe siècle, c'était le grand savant. Et c'est ce Ahmed Baba qui m'intéresse franchement, que je trouve attrayant. C'est le grand savant qui a pu écrire des volumes de biographie, qui a pu fasciner le monde marocain quand il était là comme prisonnier. C'est ce Ahmed Baba qui était capable d'ouverture et de tolérance. Ahmed Baba was an encyclopedian. He was involved in several fields. He was involved in Islamic laws, in grammar, in literature, in mathematics, in astronomy, in astrology, in politics, because he wrote something like 63 volumes about the place of women in the society, about governance, how to get good leaders. Il a été le symbole du savoir à l'université de Tombouctou, à l'université de Sankoré. Et cet homme a été il a enseigné à l'université de Tombouctou, à Sankoré.
أشوادي فهين أروى معها أفضل من ناري مجاهدين لهانا من دال أروى معي أفضل من اندعامي أشوادها أفهمتم؟ نعم. Ahmed Baba était un grand savant, un grand écrivain, un grand historien de la tribu de Sanhaja au niveau de Sankoré. Ahmed Baba a été un des grands lettrés de Tombouctou. C'était un des grands personnages. On ne peut pas parler de Tombouctou. Il personnifie en somme le savoir, la science, les connaissances à Tombouctou au 16e, 17e siècle. Ahmed Baba est un Tombouctien. Il est né à Tombouctou, à Sankoré, dont on a parlé l'université, en 1556. Il a grandi dans un milieu intellectuel, un milieu de grands savants. Il a eu la chance, l'environnement était favorable. Ahmed Baba was one of the famous scholars of Timbuktu. He was first educated between Timbuktu and Arawan. Arawan is also a very old village located 250 miles north of Timbuktu. So Ahmed Baba got his education between those two cities, Timbuktu and Arawan. Et Ahmed Baba, je pense que c'est l'emblème, c'est le symbole, un symbole fort de cette culture musulmane ou ouest-africaine. Donc, moi, je pense que comme la ville de Tombouctou est bien insérée dans cette partie nord de la boucle du Niger, je pense qu'il mérite de représenter cette région. On a construit une image d'Ahmed Baba. Parce que faire une généalogie de la figure d'Ahmed Baba, faire presque une archéologie en suivant les couches différentes du visage de la figure d'Ahmed Baba, on se rend compte qu'Ahmed Baba, au XXe siècle, qui est le Ahmed Baba construit par les Cheikh Anta Diop, par les Joseph Kizerbo et autres, est une figure utilisée par le mouvement panafricain de lutte pour l'affirmation des identités africaines. Mais cet Ahmed Baba est, pour moi, moins intéressant que le Ahmed Baba des sources arabes des 18e, 17e siècle, qui est le Ahmed Baba construit comme le grand savant, le grand maître. Parce que, en réalité, le Ahmed Baba militant a été construit en réalité au XXe siècle. Mais le Ahmed Baba
tel qu'il était au XVIIe siècle, c'était le grand savant. Et c'est ce Ahmed Baba qui m'intéresse franchement, que je trouve attrayant. C'est le grand savant qui a pu écrire des volumes de biographie, qui a pu fasciner le monde marocain quand il était là comme prisonnier. C'est Ahmed Baba qui était capable d'ouverture et de tolérance. Ahmed Baba was an encyclopedian. He was involved in several fields. He was involved in Islamic laws, in grammar, in literature, in mathematics, in astronomy, in astrology, in politics, because he wrote something like 63 volumes about the place of women in the society, about governance, how to get good leaders. Il a été le symbole du savoir à l'université de Tombouctou, à l'université de Sankoré. Et cet homme a été il a enseigné à l'université de Tombouctou, à Sankoré. فحين أروى معها أفضل من نار مجاهدين لهانا من دال أروى معي أفضل من اندعامي أسوحدها أفهمت؟ نعم. Le Maroc avait au nord la présence de l'Espagne, l'Espagne de Philippe II, qui était un pays encore impérialiste. Donc le Maroc était au nord bloqué par l'Espagne de Philippe II. Du côté atlantique, bloqué par les Anglais d'Élisabeth d'une façon, et de l'autre, le Portugal de Don Sébastien. Et du côté oriental, le Maroc était encore bloqué par une autre puissance qui était la Turquie. Et c'était les grandes puissances politiques d'alors. Le Maroc n'avait qu'une seule porte de sortie, c'était le monde saharien. C'était le Songhai. Et le Songhai gardait des relations politiques avec le Caire et avec la partie algérienne, c'est-à-dire avec le monde turc. Le Maroc avait besoin d'or, de l'or africain. Ou le Maroc gagnait l'or africain, ou le Maroc était complètement noyé et tout de suite colonisé. لما حضر العثمانيون في الشمال والأوروبيون بدأوا يهددون السواحل من الغرب ومن الجنوب وعبر الأودية الإفريقية الكبرى كالسنغال والفولتا والنيجر وغيرها. إذن وبدأوا يهددون مناجم الملح المعروفة في تيغزا وفي توديني وفي إدجيل، وبدأوا فعلا يبدون رغبتهم في احتكار هذه التجارة، ولا سيما الهولنديين والإسبان والإنجليز. فالمغرب
بدأ يشعر بالتهديد، أولاً بأنه سيهدد من الجنوب. إذن فقيام الدولة السعدية كان لفك الحصار المضروب بين المغرب الشمال وبين صحرائه وجذوره في السودان في الجنوب. إذن فلفك هذا الحصار تدخل المغرب في بلاد السودان. Quand Al-Mansour, en 1578, a pris le pouvoir, c'était un politicien qui était averti. Il savait que les Turcs voulaient l'envahir, que le Portugal voulait continuer à envahir et que l'Espagne était là pour envahir. Parce que les ports marocains étaient des ports très intéressants où l'or africain passait. La politique a sa raison que le cœur de la religion, le cœur des autres ignore. Et donc ce qui s'est passé, c'était ça. Il y avait des raisons économiques très fortes et des relations politiques très fortes qui obligeaient le Maroc à envahir ou à perdre. Et le Maroc a envahi. Les Tomboxiens se sont montrés hostiles à la colonisation marocaine. Les Gaouéens sont des grands guerriers, ils se battent, mais les Tomboxiens sont des grands intellectuels. Hersi Borsin Yoromeddin. Yerbandi Bun Ndabanyatrai. خادمانو توغن الحلوكم Yerematun. الله اكبر هيدي كان يركل ولي جدي جايكار جاجير سنتجن هوناتو Ahmed Baba organisait des réunions parce qu'il était parmi les savants un des plus jeunes. Mieux pas à Tombouctou seulement. Il prend le fleuve, il explique aux gens. Il est parti jusqu'à Ansongo, au-delà de Gao. Il expliquait aux gens. Vous avez vu, il était parmi les gens les plus mobiles. Et ceux qui étaient visés, Ahmed Baba faisait partie. Et immédiatement, on l'a mis en garde. Il ne s'est pas arrêté. Ils ont dit aux Marocains, dans le Saint-Coran et les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est interdit à un pays musulman de conquérir un autre pays musulman. C'est interdit. Et les gens, les savants de Tombouctou sont en train de l'expliquer à tout le monde. Et parmi les plus jeunes, les plus zélés, c'était Ahmed Baba Soudani. Donc c'est comme ça que, pour mettre fin à l'intelligentsia tombouctienne et ses agitations, on a arrêté près de 70 savants. Une petite ruelle qui fait face sur le côté sud de la mosquée. On les a rentrés par là et on les a fait traverser la ville, ce qui était une honte en ce temps-là. C'était une humiliation
pour les savants de Tombouctou et pour la ville de Tombouctou. C'est à partir de là qu'en 1593-14, ils ont chargé le grec Ba Hassan Ferrero de les conduire au Maroc comme prisonniers. C'est ainsi qu'Ahmed Baba allait partir comme prisonnier. Mais pas lui seul, ni son oncle, mais leur famille entière. Non, c'est là que moi je dirais quelque chose qui va choquer énormément. C'est que sans cette condition extrêmement difficile qui était d'être fait prisonnier, le destin d'Ahmed Baba aurait été complètement différent. C'est-à-dire sans le Maroc. Le destin d'Ahmed Baba aurait été le destin d'un savant de plus. Mais ce sont les circonstances qui font les hommes. Et cette circonstance a fait que Ahmed Baba s'affronte au nom d'une religion, au nom d'un peuple, à un roi tout-puissant. إذا جيء بالرجل إلى مدينة مراكش، فقد في الطريق كما قال 1600 عنوان من الكتب التي كان يمتلكها، وهي أعز شيء من ساقه، أصيب بكسر. دخل إلى مدينة مراكش هو وعائلته، ووضع في السجن لمدة سنة تقريبا. دخل في رمضان سنة تقريبا سنة 1593. Ahmed Baba,